Et quand on n'a pas l'habitude de voir ces belles images chaque semaine, eh bien, je vous propose tout simplement de revoir ce qui s'est passé ce week-end. Ça fait plaisir. Le coach qui rugit, mais quelle victoire, mes amis, face à l'une des meilleures équipes de Belgique. Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Standard Le Talk, votre émission 100% Standard de Liège. Alors on va revenir sur cette belle victoire face à l'Union Saint-Gilloise, mais d'abord le hat-trick d'Ali Lukunku, ensuite le point presse. Eh bien, la presse évoque cette prestation incroyable du Standard de Liège face à l'Union. On essaiera de comprendre les choix tactiques du coach et les prestations des différents joueurs. La story qui nous emmène dans une équipe du Standard de Liège, pas celle que vous pensez, c'est celle du futsal qui joue d'ailleurs ce soir son match, sa demi-finale retour de Coupe de Belgique face à Arental. On a été suivi il y a quelques semaines la demi-finale aller. Et vous allez voir, c'est un document exceptionnel qu'on vous propose dans Standard Le Talk. Le rouge du soir, ça nous fait plaisir de l'avoir aujourd'hui parce qu'il se fait rare dans les médias. Thierry Siquet est notre invité. On évoquera avec lui son passé de joueur au Standard de Liège, mais aussi son présent en tant que coach des U19 de l'équipe nationale. Parole de supporters. Cette semaine, vous aviez des messages très précis à adresser au Standard de Liège. Le camp adverse, l'équipe d'Anderlecht, le Classico le week-end prochain. On va essayer d'analyser un peu l'équipe anderlechtoise et puis le game avec ce quiz qu'on prépare chaque semaine avec passion pour nos chroniqueurs avec Ali Lukunku. Salut Ali. Salut Malik, bonsoir à tout le monde. Ça va, en forme ? Ça va, ça va. Après ce bon week-end, ça va. Eh ben oui, et un autre homme qui a le sourire, notre invité, Thierry Siquet, est avec nous. Bonsoir Thierry. Bonsoir à tous. Et merci de prendre un peu de ton temps pour venir sur le plateau de Standard Le Talk, parce qu'effectivement, tu as pas mal de boulot. Hein. Avec plaisir, oui, non, ça fait toujours plaisir de reparler, je vais dire, du Standard. Hein, bon, c'était le début de carrière il y a très très longtemps, dans une autre vie, on va dire. Mais voilà, on reste, je vais dire, un petit peu supporter quand même. Et tu es toujours présent dans le monde du football, c'est pourquoi ton avis sera important pour parler du Standard d'aujourd'hui. Bon, on commence tout de suite cette belle émission avec le hat-trick d'Ali Lukunku. Bon, Ali, laisse-moi deviner, je crois que tu vas parler du match incroyable face à l'Union. Bah, surtout d'un sentiment que tout le monde a ressenti. Hein, ce match-là était énorme. Énorme dans l'organisation défensive, tactiquement. Je trouve que le Standard a été vraiment, c'est peut-être un de ses meilleurs matchs tactiquement. Énorme aussi dans la reconversion, parce qu'à chaque fois qu'ils ont attaqué, ils ont su faire mal à cette équipe de l'Union Saint-Gilloise. Et le troisième énorme, je veux dire, c'est sur l'envie, l'abnégation qu'ils ont mis. Prendre l'avance 2 fois, se faire rejoindre, et finalement aller encore chercher la victoire et assommer Lyon. Et plier le match. Non, c'est vraiment le plus beau match, je dirais, complet, je veux dire, de la première à la dernière minute que le Standard a fait. Parce qu'on en a parlé un peu entre journalistes et certains disaient oui, mais c'est pas une Union Saint-Gilloise c'est pas l'Union Saint-Gilloise de chaque week-end, mais pourtant ici. Si elle n'était pas dans son assiette, c'est parce que le Standard aussi ne leur a pas permis de jouer. Ça c'est clair et net. On l'a vu dès le départ. Moi, dès que j'ai vu pas la composition, parce qu'à la composition, on aurait pu se poser les questions en se disant tiens, mais justement, on va y revenir. Mélangoni avançante, mais surtout dans l'organisation. On a vu que le Standard a dit ok, on va les attendre. Et à ce moment-là, quand on aura l'occasion de leur faire mal, on leur fera mal. Donc déjà, à partir de là, vous savez que ça allait être compliqué pour l'Union. Il fallait qu'ils jouent beaucoup plus juste, avec une défense bien resserrée, un milieu de terrain qui est quasi collé à sa défense. Ouais. Donc voilà, on sait que l'Union n'aime pas trop ça non plus, hein, parce qu'elle aime avoir les espaces, et le Standard ne leur a pas laissé l'espace. On va continuer, on va prolonger ce débat et ce débrief Union Standard avec toi Thierry dans le point presse.
Alors, avant d'avoir vos avis, hein, on va regarder ce que la presse dit sur ce match tout simplement éblouissant de la part des Rouges. On commence avec l'ADH, le Standard, spécialiste du double face. Ben oui, le Standard a livré un match plein, digne d'une équipe qui peut jouer avec les meilleurs, et cela renforce le double visage que peuvent montrer les Liégeois, brillants et solidaires par moment, moins à d'autres occasions. C'est un peu l'analyse de nos confrères de l'ADH. Le sentiment est partagé du côté de Sudinfo, où on dit le Standard se remet à rêver des playoffs 1. Ben oui, chaque semaine, on parle des playoffs 1, des playoffs 2. Est-ce que le Standard ira en playoff 1, restera en playoff 2? En tout cas, du côté de Sudinfo, cette saison, le Standard a déjà battu 3 équipes du top 4, mais c'est la première fois qu'il s'impose face à un tel adversaire invaincu depuis 17 matchs, il faut le rappeler. Et le dernier article, celui de l'Avenir, nous parle, et c'est là où on va rebondir, notamment l'analyse tactique, c'est Melegoni, le couteau suisse italien des Rouges. Et dans cet article, on évoque Melegoni qui présente une flexibilité tactique qui plaît à Ronny Della. J'enchaîne donc du coup avec le 11 qui a été aligné face à l'Union. Et là, je me tourne d'abord vers toi, Thierry, pour commenter tout simplement ce 11 aligné et cette tactique qui aurait peut-être pu surprendre, qui a peut-être surpris d'ailleurs la plupart des analystes, même peut-être le coach de l'Union, Carole Guérard, de voir Melegoni en pointe. Oui, mais voilà, c'est un choix du coach. Hein. Je suppose, voilà, il les voit tous les jours, il les connaît, il sait ce qu'ils savent faire ou pas faire. C'est vrai que c'est un garçon qui a déjà joué à plusieurs places depuis qu'il est là. Et voilà, sûrement dans son idée, il s'est dit, OK, je vais le mettre là. Il va faire ce que je vais lui demander exactement. Et par rapport à ça, ça a très bien fonctionné. Donc, il n'y avait pas que lui non plus. Mais je veux dire, l'ensemble était très bien organisé, comme l'a dit Ali il y a quelques minutes. Et on a vu, voilà, dès le début, cette envie, bien sûr, d'être meilleur que peut-être une des meilleures équipes du championnat de Belgique depuis 2 ans pratiquement. Parce que Ali, c'est vrai que moi, quand je t'ai posé la question en off mais est-ce que ça t'a surpris de voir Melegoni en pointe, tu m'as dit pas vraiment en fait. Non, pas vraiment, parce qu'il aurait pu mettre n'importe qui d'autre. Je pense que ça ne l'aurait pas changé. Moi, à mon avis, pourquoi il a mis Melegoni, il s'est dit, OK, bon, je le mets en faux neuf parce qu'il y a les autres joueurs qui ont pris les positions, mais il sait que c'est un joueur qui est quand même à vocation défensive. Donc il va encore apporter un plus dans le milieu, donc ça va être encore un peu plus compact. Parce qu'on le voit sur le but, le premier but, c'est Zinkernagel qui est devant. Après, c'est Balikwisha, vous voyez, après on fait rentrer Oyo. Donc Melegoni, c'est plus un garçon qui a été en électron libre et qui est souvent aussi venu, qui est redescendu, venir aider ce qui a perturbé beaucoup les idéalistes en fait. Hein, c'est ce que bien sûr, parce que vous avez un homme de plus, quoi. Vous voyez, vous avez un homme de plus dans le milieu, donc ils n'ont pas su contrôler le jeu. Et pour ressortir, c'est quelqu'un qu'on arrive à trouver. Pourquoi ? Parce qu'il ne va pas se positionner comme un avant-centre là, à côté de ses attaquants. Non, c'est quelqu'un qui bouge assez et qui a un rendement qui, sur ce match-là, je trouve, a été efficace, quoi. Et pour avoir été au match, et j'étais avec des amis qui d'abord supportaient l'Union, ils étaient tous impressionnés, et moi y compris, parce que sur ce match-là, ils ont été incroyables, même si je ne doutais pas de leur capacité. C'est Donum, Zinkernagel, Balikwisha, Fossé, ils ont été monstrueux, en fait. Ouais, mais pour moi, ils ont tous été bons. Vraiment, ils ont tous... j'ai vraiment l'impression que... Vous savez, c'est comme quand... Bon, à l'époque... vous allez à l'école, vous préparez votre examen, vous avez tout, vous savez ce que vous devez faire, et tout le monde a fait ce qu'il devait faire. Et ils l'ont fait ensemble, en plus. C'est ça qui est important, c'est qu'ils l'ont fait ensemble. Et le résultat est tel qu'il est. Malgré qu'il y a eu des failles, parce que l'Union est revenue 2 fois. Mais ils sont restés avec cette positivité et allaient chercher la Mais c'est ça qui est fou, parce que même quand l'Union revenait, je n'avais pas l'impression de voir une équipe qui allait s'effondrer. Je trouvais que c'était justement un Standard qui était encore sûr de ses acquis et sûr du contrôle du match, même si à chaque fois l'Union revenait. Je veux dire, au 1-1, je crois que ça a duré juste 3 minutes d'avance pour le Standard. L'Union revient et on peut se dire à ce moment-là, patatras. Mais ça, c'est quand vous avez un plan de jeu qui est clair et vous savez que vous avez su la mettre en difficulté, parce que c'est le Standard qui a marqué en premier. Si on continue, ça va se répéter. Et c'est ce qui s'est passé. Ouais. Je rigole parce que je viens de dire patatras, c'est la 2e fois que je le dis dans l'émission. À mon avis, on va me vanner du côté de la réalisation. Thierry, par rapport à ces joueurs-là, tout le monde se pose la question chaque semaine. Ce sont des joueurs et c'est une équipe qui mériterait du coup d'être en play-off 1. Quand on voit des prestations comme ça, comme le disait Sudinfo, 3 équipes des play-off 1 ont été battues par le Standard.
Oui, certainement, par rapport à ce match-ci, oui. Par rapport à d'autres matchs, on pourrait dire non. C'est ça qui est un peu frustrant, voilà, sinon. Si on voit le match de la semaine qui précède, ben, c'est pas du tout la même chose. On dirait des joueurs différents, une équipe différente. Voilà, je crois que beaucoup de choses chez un footballeur se passent dans la tête. Et ici, ben voilà, ils étaient tous bien, tout s'est bien imbriqué, tout a bien fonctionné. Et là, c'est vrai qu'ils peuvent rivaliser avec les meilleurs sans problème. Maintenant, voilà, il faut répéter ça. Je vais dire dans les semaines qui viennent, dans les derniers matchs, je vais dire de la saison régulière, pour pouvoir atteindre, je vais dire les playoffs 1, ben, qui sont, je crois, l'objectif de base. Et ils en ont l'opportunité, puisque voilà, peut-être la plus grosse équipe de Belgique est en perdition complète, c'est-à-dire le club de Bruges, qui depuis plusieurs semaines, ben voilà, est complètement à la rue. Et je crois que c'est une opportunité à saisir pour le Standard. Ouais. Mais toi qui es coach, quel discours on doit avoir quand on sort une prestation incroyable, alors qu'on sait que la semaine d'avant on n'était pas terrible, et qu'en fait on flirte à chaque fois entre le très bon et le très mauvais. À sortie de ce match-là, qu'est-ce qu'on peut dire encore aux joueurs pour les garder concernés Les garder concernés, je crois simplement qu'il faut leur dire que s'ils veulent atteindre les objectifs qui se sont fixés, ils doivent répéter ça absolument. Ils ne le font pas. Ben voilà, ils savent qu'ils vont régresser, qu'ils vont peut-être faire un match nul le match suivant. Ok, c'est Anderlecht, vous allez me dire, c'est aussi un candidat éventuel. Mais contre les petites équipes, voilà, il faut pouvoir répéter ce type de match avec la concentration, l'envie, l'agressivité, le vouloir jusqu'au bout, comme l'a dit Ali tout à l'heure. C'était du début à la fin. Ça ne s'arrête pas et on y va à bloc. Si on ne fait pas ça, ben, on est susceptible d'avoir un accident comme contre Courtrai, où là, ben, on joue, on essaye de jouer, il n'y a rien qui fonctionne, et on baisse, le moral baisse un petit peu au fur et à mesure du match, et en finalité, on se fait battre contre un des derniers. Quoi. Ouais, parce que toi, Ali, aussi, tu l'as vécu pendant des années en tant que joueur du Standard. Ce club, ce n'est pas un club comme les autres, il y a la passion, il y a les ambitions, il y a toujours cette folie dans ce club. Comment tu faisais, toi, à l'époque, quand vous sortiez d'une énorme prestation, pour rester concerné c'est pas la semaine d'après, où c'était peut-être un match moins, entre guillemets, moins passionnant? Bah, après, ça dépend. Il y a des saisons, vous savez, vous êtes un peu vous êtes dans le doute. Et quand vous êtes dans le doute, bah, malheureusement, voilà, c'est qui tout double, quoi. Ou alors, il y a des périodes où, quand vous êtes très bien, et là, vous avez l'impression que vous êtes invincible, comme le Standard a commencé, où là, ben... Voilà, vous avez peur de rien et vous savez que ça va rouler. Mais toi, ça t'arrivait d'être trop euphorique et la semaine d'après de complètement passer à travers parce que tu dis ça va aller au final. Non, l'euphorie, c'est bien, il faut la garder. C'est ça qui vous apporte aussi du dynamisme. Le truc qu'il y a, c'est que quand vous avez 11 joueurs qui sont au même moment, dans le même état d'esprit, alors ça peut que marcher. Quand vous gagnez des matchs et que vous sentez que vous êtes près de l'objectif, je peux vous dire, il y a beaucoup plus de concentration. Par rapport à l'équipe actuelle, je dirais, le match de Courtrai, à mon avis, il a été mal préparé parce qu'il pensait que, voilà, Courtrai, moins bon, ça va glisser tout seul. Là, l'Union, c'était différent. Vous jouez contre une des meilleures équipes, donc vous avez envie de montrer aussi que, un peu comme le Standard a fait en début de saison, contre Bruges, contre Anderlecht, ils ont quand même mis 3-0 à Bruges, enfin 3-1, je ne sais plus. À Anvers, ils ont mis 3. Donc ils ont battu ces équipes-là. Donc là, ils jouaient. C'est un peu ce qui résume cette saison, hein, c'est de se dire. Ouais. Maintenant, ce qui est bien, c'est qu'ils vont avoir des matchs difficiles qui vont arriver. Donc ils vont peut-être la garder et la concentration. Rester concernés. Donc et puis ils sont très proches aussi. Peut-être qu'ils se rendent plus compte maintenant que les playoffs 1 sont vraiment accessibles. Ouais. Alors pour revenir au plan de jeu, je ne vais pas dire ce Standard attentiste, hein, parce que ce n'était pas le cas, mais je veux dire, et on va d'ailleurs voir la stat de la semaine, parce que c'est un peu lié à ça, c'est le chiffre 26. Est-ce que ça vous dit quelque chose, ce chiffre-là? Non. C'est en fait le nombre d'interceptions du Standard. Je crois qu'on était à 26 contre... Et là, la photo, c'est Donoum, parce qu'on a voulu le mettre en avant, parce qu'il a fait un match incroyable, un des meilleurs. Je crois que c'était 26 contre 6 ou 7 pour l'Union. En fait, est-ce que c'est pas le meilleur plan de jeu pour le Standard, c'est-à-dire d'attendre ou de bien défendre, et puis ensuite intercepter et contre-attaquer au moment où il faut? On a l'impression que quand il joue comme ça, le Standard est une des meilleures équipes, en fait. Bah, pour moi, oui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont
peut-être pas les attaquants qu'il faut pour pouvoir s'appuyer Construire. sur eux, construire. Même si sur le dernier but du Standard, enfin sur le but de Balikusha, Oyo le fait très bien. Avec un peu de chance, mais voilà, la chance, il faut la provoquer. Ouais, mais il est là et Ouais. voilà, on s'appuie sur lui. Et donc le Standard n'a pas les attaquants sur qui ils peuvent s'appuyer pour se dire tiens, on va contrôler le jeu. Et peut-être que, oui, attendre l'adversaire et jouer en contre, c'est peut-être ce qui caractérise mieux et ce qui leur va peut-être le mieux maintenant. Donc, alors est-ce que. Il faut jouer tout le temps comme ça, je ne sais pas. Parce que c'est pas évident non plus. Parce que quand vous attendez aussi, vous pouvez aussi à un moment en prendre un ou deux sans rien comprendre. Donc après, il faut revenir, c'est compliqué. Donc je suis mitigé parce qu'il faut voir comment ça se passe dans le match, quoi. Thierry, un avis là-dessus? Oui, non, je crois que chaque match est différent. Voilà, il faut aussi un peu s'adapter aussi à l'adversaire. Je dis pas s'adapter, mais ici, voilà, on a vu qu'ils avaient choisi ce plan de jeu-là. Ça a fonctionné très très bien. Voilà, la semaine prochaine, c'est Anderlecht. L'opposition est différente, la composition sera différente, la mise en place d'Anderlecht est différente de celle de l'Union. Donc ce sont deux systèmes différents. Donc il va falloir peut-être faire des petits ajustements, je veux dire pas dans l'adaptation collective spécialement, mais individuelle peut-être. Certains rôles vont être différents sur le terrain. Ouais, car les forces et les qualités d'Anderlecht sont différentes. Sont différentes de l'Union. Il faut essayer de les contrer. Je veux dire, on a une équipe de l'Union qui construit à 3 derrière, si Anderlecht joue à 4 derrière, donc c'est déjà différent. Les types de joueurs ne sont pas les mêmes. Donc voilà, il y aura sûrement des ajustements, mais attendre tout le temps, comme le dit Ali, oui, si on prend un but et qu'on attend, oui, à ce moment-là, il faut aller en marquer, quoi. Ouais, et on va en reparler de ce match face à Anderlecht. Chaque semaine, dans Standard Le Talk, vous avez la possibilité de poser vos questions, de réagir en nous envoyant des vidéos à l'adresse rsl@letalk.be. Et la question de la semaine, la voici. Salut l'équipe du Talk, j'avais une petite question pour vous. Après le grand match de Alzate face à l'Union le week-end dernier, est-ce que pour vous, c'est le joueur idéal pour faire oublier les départs de Raska et Amala dans le milieu de terrain du Standard? Allez, bonne émission. Bon ben voilà, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps avec Jean-François Rémy la semaine passée. Alzate, depuis plusieurs matchs, voilà, moi, on l'apprécie de plus en plus. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ce joueur. Et face à l'Union, même son goal est sublime, la manière dont il élimine le joueur et puis ensuite qu'il place du gauche, qu'il place le ballon au fond des filets. Enfin, oui, on a envie de répondre. Enfin, moi, mon avis, j'ai envie de dire oui. Il a fait oublier les départs de Raska et d'Amala. Maintenant, votre avis, messieurs? Si je dois parler de ce match-ci contre l'Union, Chimirot a fait un gros match dans la récupération. Pour moi, c'est lui qui a fait le plus gros match dans la récupération qu'Alzate. Par contre, Alzate a eu un peu plus de liberté. C'est pour ça qu'on l'a vu un peu plus haut, essayer de terminer les actions et notamment marquer un but. Mais cette association-là, Alzate-Chimirot, je pense que c'est quelque chose qui peut bien marcher. Donc c'est mieux d'avoir pour toi Chimirot un peu plus haut? Parce qu'en général, Ouais, mais Chimirot, sa place, c'est milieu défensif. Hein. Ouais. Il a mis derrière. Parce que ces derniers temps, il le mettait derrière. Ouais, parce qu'il n'y avait pas Laïfis. Okay. Quand il a remis à sa place, moi, sur ce match-là, Chimirot, j'ai trouvé qu'il a été vraiment énorme. C'est lui qui a vraiment contrôlé là au milieu et ça a donné plus de liberté à Alzate. Maintenant, Alzate, c'est un très bon joueur. Et je le dis, je l'ai dit la semaine dernière, je le vois un tout petit peu plus haut. Ou alors, le joueur qui puisse, ce fameux box-to-box, aller venir, et puis physiquement il est mieux, et on a vu aussi que c'est un bon finisseur, quoi. Thierry, on parle souvent de Ronny Della comme la meilleure recrue du Standard, hein, ce qui est un fait, mais finalement des gars comme Alzate, c'est plutôt bien joué aussi, hein, je trouve. Oui, tout à fait, mais il n'y a pas que lui, hein. Voilà, c'est vrai que Chimirot l'a beaucoup aidé dans son rôle de récupération. C'est vrai que c'est un joueur qui a une facilité technique aussi pour pouvoir s'infiltrer, pour pouvoir jouer. Et il l'a très bien fait avec un peu plus de liberté, comme l'a dit Ali, à l'Union, puisqu'il y avait il y avait une sentinelle derrière qui était là pour bloquer tout ce qui pouvait être bloqué. Mais il y a d'autres garçons aussi qui m'épatent vraiment. On a vu la photo de Donoum il y a quelques minutes. Qui fait une bonne saison. Hein. C'est lui un et joueur. Fossé, C'est il un a joueur retrouvé des couleurs avec ce coach. Vraiment. Parce qu'il était complètement, quand je parle de Donoum, il était à la rue, hein, sous Podom. Ouais, mais il jouait à un autre poste. Enfin, sous Podom, pardon, sous Mbaile, sur... il jouait ailier, mais à derniers. droite.
Donc c'est tout à fait différent. Et puis bon, je pense que c'est les compatriotes aussi. Hein. Donc il y a le discours est différent, la confiance, l'acceptation du joueur aussi est différente, comment c'est présenté. Donc mais sachez que la semaine prochaine, on aura un document exceptionnel. On vous refera revivre cette belle victoire, cette belle soirée à l'Union. Je tiens quand même à préciser que le petit point négatif, je tiens à le dire parce que je trouve ça impardonnable, nos équipes ont quand même été menacées 2-3 fois par les supporters du Standard. C'est quand même assez triste parce que je trouve que pour être au top, il faut être présent sur le terrain, mais aussi dans les gradins, ce qui n'a pas été le cas pour une partie des supporters. Ils n'étaient pas tous comme ça, mais bon, c'est triste de voir ce genre de spectacle voilà, dans les tribunes, surtout quand on vit une belle soirée comme ça. Voilà, parenthèse fermée, on met un peu de côté l'équipe première du Standard pour parler d'une autre équipe aussi intéressante. On va parler futsal dans la story. Ben oui, parce qu'il y en a une autre qui performe cette année, c'est le SL16 Futsal qui joue ce soir sa demi-finale retour face à Herentals. On espère cette qualification pour la finale de Coupe de Belgique. En attendant, on vous propose ce document exceptionnel réalisé par nos équipes. On les avait filmés lors de la demi-finale aller. Vous allez voir, il y a pas mal de beaux discours et surtout pas mal de belles actions. Ok les gars, bon, j'aimerais vous dire que c'est pas un match normal, mais voilà, mercredi soir, il va y avoir du monde. Vous avez vu que Nico a pensé à nous, surtout Antoine, que les filles ont pensé à nous. Depuis que je suis ici, au fait, j'aime bien le slogan passion, fierté, ferveur. Ça se ressent. J'arrive, il y a un monsieur avec une écharpe rouge et blanche à l'entour du cou. J'arrive, les stewards, ils sont là, ils sont chauds, ils nous regardent la tête aux pieds avec une fierté. Donc déjà, ces gens-là, ils sont supporters du Standard. Ils ne sont pas supporters du Standard futsal ou du Standard féminin. Ils sont supporters du Standard. Et on est le Standard. Le maillot, l'écusson, le slogan. Aujourd'hui, il y a des gens qui viennent vous voir, il y a des proches, il y a la famille. Rien que ça doit vous surmotiver. Balkir, Alain et moi, au match retour, on va vous gérer que tout le monde puisse être en finale ou avoir la chance de jouer la finale. Tout le monde parle d'Anderlecht. Les gars, on va en finale. On s'en fout d'Anderlecht, on s'en fout de Charleroi, on va en finale. C'est en nous. Ça veut dire que dans 10 ans, quand on se vous verra, on pourra se remémorer le parcours qu'on a fait. N'oubliez pas qu'on se fait plaisir aussi. Ça reste un jeu, ça reste un match. Je sais qu'il y a beaucoup d'enjeux. Ok, bon match à tous les gars. C'est El Goumzouri Ismaël, joueur de futsal et foot en prairie. J'ai toujours cumulé les deux. Et là, j'ai 36 ans, donc j'arrive tout doucement à la fin d'une carrière. Et je profite au max ici au Standard pour le moment, mais de mes dernières années. C'était un match super difficile, on le savait. On a joué notre va-tout en se disant que voilà, on n'avait rien à perdre, il fallait qu'on joue notre jeu. On termine la soirée avec la victoire. Et on sait très bien que le match retour, ça va être une guerre, ça va être super compliqué également. Mais on a déjà cette première guerre qui est gagnée, en espérant que la suivante, ce sera la bonne aussi. On sent vraiment qu'on a créé une atmosphère familiale, plus qu'une équipe. Et c'est chouette. C'est vraiment chouette parce que ce soit aux entraînements ou en match, on sent vraiment qu'il y a un plaisir réel de se rencontrer et de jouer ensemble. On rêve tous d'avoir des moments comme ça où on joue, il y a des supporters, il y a du monde, ça crie dans tous les sens, on est encouragé. Donc voilà, c'est vraiment un moment spécial, mais très très chouette, très agréable.
Voilà, c'était un superbe reportage réalisé par Théo Dumont. Félicitations à lui parce que vraiment, il n'y a que dans Standard Le Talk qu'on peut voir de belles œuvres comme ça. Et surtout, merci aussi au coach et à toute l'équipe du SSS Futsal d'avoir participé activement à ce beau reportage. Réaction à chaud, vite fait, messieurs. C'est beau de voir ça, hein, de voir que cette année, il n'y a pas que l'équipe première, en tout cas sur le foot de terrain, là, où on voit de l'ambiance, où on voit une passion. Il y a aussi le futsal, par exemple, Ali. C'est du foot, hein. C'est différent, les règles sont un peu différentes, les distances sont différentes, mais ça reste le même plaisir. Moi, je connais 2-3 garçons parce que j'ai déjà joué avec eux et je peux vous dire du talent aussi, hein. Souvent, que ce soit en futsal ou en foot normal, je veux dire, à 11, ils sont aussi forts. Donc, mais c'est chouette de voir. Je ne peux pas imaginer qu'il y avait autant de monde qui allait les voir jouer, quoi. Ouais. Thierry, c'est vrai, hein, quelle ambiance. Et surtout, on espère que ce soir, une petite qualification, ça ferait plaisir, quoi. Et ça motiverait pas mal toutes les équipes, même du Standard. Hein. Oui, tout à fait, mais ça fait partie de l'ensemble du club Standard, du non-Standard, je vais dire, hein, que ce soit du foot en salle ou l'équipe, je vais dire, foot prairie, on va dire ainsi, c'est un non. Donc, ils font partie de ça et on voit les supporters qui sont là aussi, je vais dire, en nombre. Donc ça ressemble, je vais dire, dans une surface plus petite, mais au foot prairie, quoi. Vous regardez Standard Le Talk avec Thierry Siquet, notre invité, et donc notre rouge du soir. Alors effectivement, Thierry, tu nous parlais du non-standard. Dans cette partie, on va effectivement évoquer ton passage dans cette institution et avoir un peu ton ressenti. Mais d'abord, je voudrais que tu commentes ces images avec un certain joueur. Hein. Bon, effectivement, je n'ai pas pu retrouver les images de toi quand tu jouais au Standard, mais quand j'ai vu ces deux photos-là, parce que je sais qu'Ali m'en avait un peu parlé la semaine passée quand il savait que tu venais, c'était des gros duels quand même, hein, Thierry. Oui, de temps en temps, mais je crois toujours correct. Oui. Voilà, c'est vrai que voilà, l'aspect physique, que ce soit pour Ali ou pour moi, était peut-être prépondérant par rapport à d'autres aspects. Mais je crois qu'il y a toujours eu la correction avec tous les adversaires. Donc c'est vrai que oui, ce sont des images parfois impressionnantes, hein, dans les duels. Il peut, de temps en temps, des petits coups qui peuvent se perdre. Ça faisait partie du jeu. Mais hein. ça fait partie du jeu. Et voilà, je crois que si après on se serre la main, il n'y a pas de souci, quoi. Ah, vous n'aviez pas peur d'y aller, en fait. Hein. Moi, quand je vois les photos, je dis aïe, aïe, aïe. Non, parce que à partir du moment où on voit, hein, à aucun moment il y en a un qui met le coude ou quoi que ce soit, donc c'était toujours très fair-play. Et notamment, moi, je ne sais pas si tu te souviens, par contre, ça c'est les images du Standard. L'anecdote que tu m'as dit la semaine passée, ouais, elle est belle. Enfin, elle est belle. Le match de Gand. Oui, c'est possible. Quand tu joues à Charleroi et moi à Gand. Je pense que c'est le jour où je me blesse au genou. Ah oui, au genou. Ouais. Donc on est au duel tous les deux, mais bon, moi à ce moment-là, j'ai mon genou qui est en vrac et il retombe vraiment. D'ailleurs, c'est le premier qui a vu et qui a dit tout de suite, oulala, faut venir. Donc c'est la dernière image que moi j'ai Thierry et qui est venu aussi dans le vestiaire pour voir si ça allait à ce moment-là. Mais donc globalement, Ali, l'image que tu gardes de Thierry, donc c'était quoi? C'était quelqu'un de physique, mais ah oui, c'était mais respecté et qui respectait les autres. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai joué contre des défenseurs avec qui, à la fin ou pendant le match, c'était un petit peu vicieux, je dirais, mais avec Thierry, ça n'a jamais été le cas. Donc, ça a toujours été propre. Et je pense que, voilà, aujourd'hui, ça fait plaisir de le voir. Donc, c'est les bons souvenirs, c'est les bons adversaires, je dirais, à l'époque, quoi. Alors Thierry, ton passage au Standard, peut-être rappeler de quand à quand tu étais au Standard pour ceux qui nous regardent. Moi, j'avais de 86 à 91. Est-ce que c'est correct? Oui. Alors du coup, à l'époque, le Standard, il représentait quoi alors du coup pour toi? Quand tu es arrivé dans l'institution, c'était... C'était l'après-affaire Watershea, je vais dire. Hein. Donc c'était en 82, je crois qu'il y a eu les gros soucis. Donc oui, c'était certainement une période de transition à ce moment-là, mais voilà, le Standard restait le Standard et voilà, on jouait devant des stades pleins à certains moments. Après, voilà, il y a eu un petit peu de soucis, je vais dire, dans tout ce qui est club, parce que voilà, il y a eu beaucoup de petits problèmes. Mais voilà, je vais dire, c'était il y a très longtemps, hein, il y a pratiquement 35 ans, voire un peu plus même.
Mais ça reste, voilà, je vais dire, une période formidable pour un jeune, certainement, qui commence à 18 ans, je vais dire, à jouer en équipe première. Dans un des clubs les plus emblématiques, en fait. Hein. Oui, tout à fait. Ça reste, de toute façon, et ça le restera certainement encore très longtemps, un des clubs, je vais dire, emblématiques en Belgique, de toute façon. Donc, voilà. Et ton meilleur souvenir de ton passage, c'était quoi? C'était... je veux dire, le premier match, forcément. Je veux dire, on a... À Sclessin, du coup? Oui, à Sclessin en Coupe d'Europe. Donc, j'avais pas le choix. C'était contre? Rijeka. Ok. Donc, on a fait 1-1 et on s'est qualifié pour le tour suivant. Et oui, bon, voilà, on a 17 ans et 11 mois, je crois, pratiquement. Donc, pas loin des 18 ans. Et 2-3 jours avant, on s'entraîne avec les juniors. Et puis, juniors, à ce temps-là, on disait encore. Et puis, voilà, 3 jours plus tard, on joue en Coupe d'Europe. Donc, oui, ça reste un souvenir mémorable. Et le gamin de 17 ans qui rentre dans le stade avec ce brouhaha, cette foule qui gueule, parce que j'en ai déjà parlé à Ali, de ce stade qui est des tribunes déjà incroyables, mais sur le terrain, ça devait être encore plus oui, surtout que le impressionnant. stade, à ce moment-là, je vais dire, était encore différent. Il y avait encore 10 000 personnes de plus à ce moment-là, je vais dire, par moment, puisque le stade pouvait accueillir plus de monde que maintenant. Ouais. Mais oui, c'est vrai que oui, c'est impressionnant. Hein. Je vais dire, vous rentrez là, vous avez 17-18 ans. Et t'avais pas les jambes qui tremblaient? Trembler, certainement. Elles ont certainement un peu tremblé au début. Mais après, voilà, quand vous êtes dedans, c'est parti, quoi. Est-ce que tu étais déjà à l'époque ce type de joueur que Ali a décrit, c'est-à-dire physique, mais aussi très respectueux dans les duels, dans le jeu avec ses adversaires, ou tu étais peut-être un peu plus nerveux? Est-ce que ton comportement a évolué d'année en année? Je crois que j'étais comme ça, mais certainement, oui, plus timide, plus taiseux. Hein, vous arrivez quand même dans un noyau où il y a des garçons comme Guy van der Smissen, Gilbert Baudard, Guy Ellers. Donc voilà, vous la mettez un peu en veilleuse, je vais dire. Et puis oui, au fur et à mesure des années, forcément, voilà, on prend un peu plus d'assurance et tout ça. Mais oui, non, j'étais respectueux de tout le monde. Mais voilà, il faut savoir se faire respecter aussi sur un terrain, que ce soit dans son club même, puisqu'il faut montrer qu'on est là, mais aussi dans les matchs par rapport aux adversaires. Quoi. C'est vrai, Ali, il ne suffit pas que simplement pour être respecté dans le vestiaire, etc., de pousser des gueulantes. Il y a aussi les prestations sur le terrain qui forgent le respect, entre guillemets. Oui, bien sûr. Après, respectueux, ça ne veut pas dire non plus de ne pas mettre des tampons. Des tampons, je veux dire. Ouais. Vous savez, l'attaquant, il part, tu ne vas pas arriver, vas-y, non. Faut y aller, on joue le jeu aussi. Hein. Respectueux, c'est dans le sens... pas être méchant, pas être vicieux, c'est plus ça. Ou de temps en temps, vous pouvez l'être aussi, vicieux, parce que vous voulez gagner, vous devez faire sortir l'adversaire du match. Mais à la fin du match, on se salue, t'as fait un bon match. Voilà, c'est ça le respect. C'est ce qu'on a après le match. Et pendant le match, tout le monde veut gagner, quoi. Hein. Et je ne sais plus ce que tu avais répondu, Ali, par rapport au joueur qui t'avait impressionné le plus dans ta carrière. Parce que je posais la question à Thierry, mais toi, c'était quel joueur, celui qui t'avait le plus impressionné dans l'équipe au Standard quand tu jouais? Bon, tu as fait 2 apparitions, mais voilà, on va dire. Ouais, il y en a eu plusieurs, mais encore une fois, moi, des garçons comme des Prosinecki, des Conceição, Ouais, c'est vrai. Voilà, c'est des gars qui avaient vécu autre chose. Donc quand ils vous apportent ça là, c'est autre chose, quoi. Donc c'était un plus de pouvoir jouer avec des garçons comme ça. Notamment après la génération des Witsel et tout. Là, c'est le talent, on voit autre chose. Ouais. Mais moi, j'étais un ancien, donc... Et toi, Thierry, le joueur qui t'impressionnait Non, mais les quelques joueurs que j'ai cités précédemment, voilà, c'était quand même des icônes du Standard, et ça l'est toujours. Hein, qu'on parle de Gilbert Baudard, de Guy Ellers ou de Guy van der Smissen, ça reste des noms qui ont fait plus d'une décennie au Standard, avec les hauts et les bas, je vais dire, de l'équipe à ce moment-là, mais qui sont des noms de premier plan et qui étaient impressionnants, je vais dire, à cette époque-là. Quoi. Ouais, donc tu as joué pour le Standard et après tu as joué contre le Standard. C'était genre quel type de match aussi quand tu jouais contre eux, tu savais à chaque fois que ça allait être compliqué, forcément, dur, physique ou... Ça dépend toujours avec quelle équipe vous venez. Voilà, je vais dire, c'est vrai qu'à la fin de ma carrière, je suis passé par la Louvière et par le Sporting de Charleroi. Ouais. Et là, oui, forcément... J'imagine avec le Sporting de Charleroi, c'était... Voilà, là, vous saviez que ça allait être chaud et que l'engagement était peut-être beaucoup plus important qu'un autre match, quoi. Ouais. Mais voilà, ça reste, je vais dire, très agréable de venir jouer au Standard. Parce que oui, il y a une ambiance comme nulle part ailleurs. Et même si vous êtes adversaire,
ben, ça vous donne de l'envie, justement, de la motivation encore plus, ben, pour faire un résultat positif quand on vient au Standard. C'est vrai qu'on dit toujours que les adversaires qui viennent au Standard, ben, ils partent avec un désavantage parce qu'il y a ce côté, la pression du public, mais c'est peut-être pas forcément le cas pour certains joueurs qui aiment ça. Ouais, et surtout, vous venez jouer dans un stade on sait qu'il y aura qui est plein, qui aura vous avez envie de vous montrer. Vous savez, les joueurs de Beveren, ils n'ont pas l'occasion tous les 15 jours de jouer dans des stades pleins comme ça. Donc la majorité des clubs, quand ils viennent jouer au Standard, pour eux, c'est le match, quoi. Donc c'est dur, mais en même temps, ça les motive aussi, je pense. Après ta carrière de footballeur, ben, la carrière de coach, hein, un peu logique. Donc tu as entraîné Bertry, Charleroi. Le Standard, ça aurait été aussi, forcément, la question un peu bête, mais quand même je te la pose, un club que tu aurais aimé coacher ou du moins participer dans le coaching? Oui, voilà, mais bon, je veux dire, j'étais au Sporting de Charleroi, j'ai terminé ma carrière là-bas et j'ai enchaîné directement, je vais dire, avec un poste d'adjoint puis un poste d'entraîneur principal. Et puis après, voilà, j'étais peut-être un petit peu jeune à ce moment-là pour enchaîner tout ça d'un coup. Mais oui, bien sûr, le Standard, c'est un club où tout le monde voudrait bien entraîner. Je veux dire, tout entraîneur qui se respecte voudrait bien le faire. Après, voilà, tout le monde voudrait entraîner, mais j'ai l'impression que c'est aussi un peu, pour certains, un petit cadeau empoisonné, de se dire « Ah oui, super, je coach le Standard, mais… » Il n'y a personne qui, dès le départ, se dit c'est empoisonné. Tout le monde va se dire c'est une opportunité. Ouais. Logiquement, vous êtes censé avoir… risque à prendre, du coup, parce que… Vous êtes censé avoir des bons joueurs, donc si aujourd'hui, si quelqu'un préfère aller entraîner Beveren que le Standard, je veux dire, ça… Ouais, ok. Bon, il doit être sûr de lui. Ne comprend rien, en fait. Tout le monde viendrait au Standard pour entraîner à partir du moment où vous savez que vous allez avoir du bon matériel. Bah oui. Voilà, non, c'est vrai que oui, c'est un club hyper professionnel, des infrastructures qui sont ou qui étaient en avance depuis une quinzaine d'années, hein, et le centre, je vais dire, du Sartillement qui avait été mis en place à ce moment-là, où il y a 15 ans, ça n'existait nulle part. Maintenant, voilà, certains clubs sont revenus plus ou moins au même niveau. Et puis oui, ça reste le Standard, quoi. Je vais dire, une équipe, je vais dire, normalement de qualité, avec des supporters qui sont toujours présents. Oui, ça peut chauffer à certains moments, ça c'est vrai, mais ça peut être aussi un bonheur aussi à d'autres moments. Du coup, aujourd'hui, Thierry, tu es coach des U19, équipe nationale. On va voir quelques images ici donc, de toi, Thierry, avec… mais qui voit-on là? Jean-François Rémy, notre rédac chef sport, qui, oui, a aussi une vie à côté, hein, d'assistant coach. Par rapport à ce boulot-là, c'est quelque chose que tu apprécies, là, l'équipe nationale, plutôt que le club? Parce qu'on se demande toujours quelles sont les différences. Les différences, voilà, je crois que le nouveau coach de l'équipe nationale A va en avoir l'expérience aussi, hein, M. Tedesco, puisqu'il a toujours entraîné en club. Maintenant, il va entraîner une sélection. Donc c'est vrai que c'est un travail différent, mais on profite, je vais dire, des périodes, je vais dire, où les joueurs sont là pour prendre beaucoup de plaisir, puisque j'ai l'opportunité, comme ceux qui sont en équipe nationale, de travailler avec les meilleurs, tout simplement. Donc, je vais dire, même s'ils sont plus jeunes, hein, ici ils ont 18-19 ans, mais c'est les meilleurs de tous. Donc voilà, c'est un travail différent qu'on prépare de longues semaines pour des activités, en général d'une dizaine de jours. Mais c'est intense, c'est un plaisir différent, mais aussi un bonheur. Et il y a une responsabilité aussi de voir justement ces jeunes joueurs, déjà les préparer parce que logiquement, c'est le futur de l'équipe nationale. Ce qu'on voit aujourd'hui en U17, en U19, en U18, c'est logiquement ceux qui arriveront un jour en équipe première. Donc vous avez aussi cette responsabilité-là de… Oui, c'est une responsabilité, je veux dire, partielle, puisqu'on les voit 30, 40 jours par an, par rapport au club qui les voit tous les jours. Mais c'est vrai que voilà, l'équipe nationale est le phare, je vais dire, du football, que ce soit en Belgique ou à l'étranger, hein, et ça reste des équipes représentatives de son pays. Le seul truc qui est un peu dommage par rapport à ça, mais on en avait discuté avant l'émission, et voilà, on va pas rendre responsable la Fédération belge parce que ça se passe partout dans le monde, c'est le fait que malheureusement pour vous, les plus talentueux, vous ne les avez pas beaucoup sous la main, vu qu'ils partent directement en équipe première. Et donc c'est un peu dommage parce que parfois on se dit,
on veut préparer l'avenir et donc du coup, il faut essayer peut-être de rendre ces équipes-là, les U18, les U19. Oui, mais l'avenir, alors c'est ceux qui arrivent derrière. Oui, mais ce que je veux dire, pour les rendre un peu compétitifs aussi, quand ils font des... voilà, vous avez les qualifications qui arrivent bientôt, donc il y a peut-être ça qu'il faut essayer de mettre aussi en avant pour essayer d'avoir ces équipes qui se qualifient dans des grandes compétitions, pour leur donner de l'expérience là-dedans aussi, mais souvent on a l'impression que vous n'êtes pas forcément mieux armés parce qu'il y a des échéances plus hautes. Oui, ben voilà, c'est des choix qui sont faits, je vais dire, et il faut les respecter, puisque voilà, il y a des fois des joueurs, je vais dire, plus jeunes, qui n'apprendraient peut-être plus grand-chose s'ils restaient en U17, par exemple. Ouais. Okay. Voilà, on va prendre le cas de Julien Duranville, peut-être, que j'ai repris déjà en U19 avec moi, alors qu'il est U17 normalement. Mais en U17, Julien Duranville n'a plus grand-chose à apprendre. Il lui faut de l'adversité, quelque chose de plus dur, de plus difficile. Et donc, il vient en U19. Et de temps en temps, oui, on a un U19 qui a peut-être des qualités au-dessus de la moyenne et qui va aller peut-être en U21, voire en équipe A, pour vraiment avoir un niveau auquel il peut prester ou il peut se dépasser. Je veux dire, si c'est pour rester même en U17 ou U18 ou U19, alors qu'on est 5 fois au-dessus de la mêlée, on n'apprend pas grand-chose. Il lui faut de l'adversité. Donc voilà, on essaye de jongler, de faire un mixte, je vais dire, avec les autres coachs concernés, pour trouver le meilleur équilibre possible en toutes les équipes. Est-ce qu'il y a des priorités comme ça? Bon, après, on n'est pas là pour ça, mais est-ce qu'il y a des priorités, par exemple, de dire, vous, c'est là, on continue à former, ou on prend les plus jeunes, ou alors on doit se qualifier? Non, ici, il y a deux différences. On a les U15, U16, U17. Là, on est en pleine formation. Simplement, en U17, après la 3e année, là, il y a la compétition. La première compétition internationale arrive avec les championnats d'Europe. D'abord, il y a 2 tours de qualification qu'il faut passer. Mais je vais dire, on a 2 ans pour se préparer à ça. À partir des U18, là, on prépare les U19, où il y a la 2e compétition officielle. Et là, c'est pour essayer d'arriver à se qualifier à la compétition. Voilà, qui est très très dur, puisqu'il n'y a que 8 équipes qui font les championnats d'Europe U19, et on est plus ou moins 50 des pays, je vais dire, à la base. Donc il n'y en a jamais que 8 qui y vont. Donc c'est très compliqué, mais voilà, là on est là pour gagner, pour préparer les joueurs à l'équipe U21, voire à l'équipe A. Et là le but, c'est de gagner. C'est déjà un objectif. Je veux dire, U15, U16, c'est vraiment la pure formation. Après, ça commence à devenir... bien sûr, toujours de la formation, puisque voilà, ils sont toujours en plein apprentissage, mais la compétition devient aussi importante puisqu'il faut se qualifier. Thierry, en parlant de jeunes talents, on a un petit jeune qui débarque dans le milieu professionnel qui avait un petit message vidéo à t'adresser, on l'écoute. Bonjour monsieur, puisque ça fait un moment qu'on ne s'est plus vu, je pense, on s'est eu un peu au téléphone. J'espère que Malik t'accueillera bien, ça j'en doute pas, que tu diras du bien de moi, et aussi... les choses que je dois améliorer parce que ton avis compte pour moi et voilà, c'est important aussi d'avoir ces avis-là. Et voilà, j'espère qu'on se reverra bientôt, mais je pense que ça, il n'y a pas de souci pour ça. Donc vous l'avez reconnu, Hugo Siquet, la plus grande perte de l'année passée pour moi, voilà, parce que j'adore ce joueur. Par contre, alors vous avez le même nom, mais c'est donc ton neveu, ton cousin, c'est mon filleul, oui, je suis son parrain. Okay. Donc mon père et son grand-père sont frères. D'accord. Voilà. Et donc le parrain, c'est la famille proche, quoi. Ouais. Il en pense quoi du garçon? Et surtout, les conseils à lui donner encore aujourd'hui? Des conseils, voilà, c'est vrai qu'on discute de temps en temps, mais je vais dire, voilà, je ne le harcèle pas non plus avec ça. Je crois qu'il a fait un bon choix en revenant, je vais dire, pour retrouver du plaisir, retrouver du temps de jeu. Est-ce qu'il avait fait un bon choix de partir? Je ne sais pas si ce choix lui était... je crois qu'il ne voulait pas partir. Oui, je sais. Voilà. Oui, je ne sais pas si ce choix lui était... si ce choix, il le voulait vraiment. Ouais. Quoi. Voilà, bon, je ne suis pas rentré dans les détails, je ne savais pas tout non plus, mais je ne sais pas si à l'époque, comme ici, ça s'est passé encore dernièrement. Voilà, il fallait vendre, il y avait peut-être des choix qui ont été faits. Non, bien sûr. Voilà, il a fait un choix, bon, il faut l'assumer après. Oui. Je vais dire, voilà, ça a été compliqué. Même si il est tombé dans un club très professionnel, un club qui marche très fort, en Bundesliga depuis 2 ans. Et où il a appris, je suis sûr qu'il a appris. Voilà, je veux dire, les entraînements là-bas, c'est du très haut niveau. C'est ça. Malheureusement, il manquait un petit quelque chose pour pouvoir, je vais dire, jouer régulièrement. Et voilà, le choix qu'il a fait de revenir, je crois, est pour moi le bon, c'est de retrouver du plaisir, de l'envie.
Alors les petites choses du rythme. à améliorer, parce qu'on sait que ses qualités, moi j'en doutais pas, c'est un garçon, ça doit être une fierté, c'est un garçon extrêmement intelligent, très doué, capable de faire de très bons centres, mais ce qu'il doit améliorer peut-être, c'est quoi alors? Je vais dire qu'en tant qu'ancien défenseur central, je vais dire tout ce qui est aspect défensif, et il le sait, voilà, il s'améliore, mais il doit encore être plus attentif peut-être sur certaines situations, je vais dire, parce que c'est un garçon qui pense offensivement. Donc dans sa tête, il pense offensif, et quand il y a une action défensive qui est en train de se faire, il pense déjà, je vais devoir me positionner pour attaquer. Et donc des fois, voilà, il le sait bien, on en avait parlé, il y avait eu un but, je crois, l'année passée contre le Sporting de Charleroi, où il n'était pas du tout aligné, je vais dire, avec le reste de la défense. Et voilà, on en avait parlé un petit peu. Et voilà, je crois qu'il fait les efforts, il essaye de se concentrer là-dessus. Et je crois qu'il va devoir le faire voilà, en continu, parce que dans sa tête, c'est attaquer. Donc il faut faire des petits efforts pour vraiment avoir un travail défensif de qualité, anticiper les choses. Je crois que c'est le plus important défensivement. Peut-être choisir aussi les moments où on va attaquer. Là, c'est pas nécessaire. Il est encore jeune, il a 20 ans, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enthousiasme. Encore le temps, oui. Hein. Et je vais dire, oui. Le temps passe vite. Hein. Parfois, oui, voilà. Des fois, on voit qu'offensivement, c'est pas possible de se dire, OK, je mets le frein à main et je reste où je suis. Et j'irai à 100% le coup suivant où ce sera utile. Bon, Hugo, si tu nous regardes, voilà, tu as eu les conseils du parrain. De toute façon, je suis sûr que voilà, il regardera ça attentivement et qu'il prendra bonne note. Vous regardez Standard Le Talk, et là, maintenant, on passe à Parole de supporter. Avec notre partenaire MAS, chaque semaine, on vous propose de vous adresser simplement à l'équipe au Standard de Liège. Et voici vos messages de cette semaine. Standard, c'est ma passion. C'est un club qui me fait vivre, et alors je fais tous les matchs à domicile, le plus possible que je peux faire en déplacement, et je suis super heureux quand je viens les voir, même quand on perd, même quand on gagne, et c'est mon club qui me fait vibrer, quoi. Simplement pour le match qu'on a vu aujourd'hui, en fait, la Grinta, c'est ça le Standard en fait. On vit des moments magiques et voilà, et on continuera à les supporter. Le Standard, c'est ma vie. C'est la ferveur, la passion et la fidélité. Parce que depuis que je suis né, c'est la ville de mon cœur. Je suis né avec cet emblème et c'est forgé en moi. Et tous les jours, tout ce que je vis jour par jour, c'est le Standard. Je peux te sticker ta caméra? Vas-y. Dans le sang, ça. On est né avec le Standard dans le cœur. Ça. On est né comme ça, les grands-parents, les parents, on est né ainsi, voilà. Parce qu'on m'a amené ici très jeune et que j'ai adoré ça, quoi, dès le début. Si tu me mets à la télé, c'est la guerre. Pas de bol, voilà, t'es passé à la télé, mais merci encore beaucoup à Théo Dumont et à Björn Mokosinski qui ont réalisé ces images à l'Union. Et comme je l'ai dit, c'était pas facile par moment, mais ils s'en sont bien sortis, donc félicitations à eux. Et chaque semaine, vous avez la possibilité de vous adresser dans Standard Le Talk aux équipes du Standard, à laisser des petits messages. Donc n'hésitez pas, rsl@letalk.be pour nous laisser des vidéos. Allez, on passe au prochain adversaire, c'est encore des Bruxellois, c'est Anderlecht. Bon, est-ce que le Standard va faire coup double à Bruxelles? Donc face au RSC Anderlecht, et oui, il me dit au Régie qu'évidemment ils vont réussir. Mais d'abord, on va regarder le classement d'Anderlecht. Et effectivement, je crois qu'il y a plus de possibilités que face à l'Union. Quand on voit le classement d'Anderlecht, c'est pas fou, hein, 9e, 35 points, 38 marqués, 35 encaissés. On va regarder tout de suite le 11 de cette équipe d'Anderlecht. Il y a eu pas mal de changements. Mais est-ce que c'est une équipe que le Standard doit craindre aujourd'hui? Moi, oui, parce que c'est un Anderlecht qui est différent depuis la fin du mercato. Je trouve que on voit plus la même équipe qui était en difficulté au mois de décembre. Où on s'est dit, ça va être la cata. Mais face à Courtrai, on a retrouvé un peu des... Ouais, mais ils sont revenus quand même. Je veux dire, on voit qu'il y a quand même de la qualité et je pense qu'ils reprennent un tout petit peu confiance. Pardon Ali, hein, ils sont revenus, mais je ne sais pas si tu as vu le deuxième goal. Oui, je l'ai vu. J'ai l'impression même que Courtrai s'est dit, bon allez, c'est trop facile de gagner. Oui, mais bon, un goal, c'est un goal. Hein. Moi, j'ai regardé hier la Ligue des Champions, Courtois, il se trouve et l'autre aussi. Hein, c'est vrai. Un but, c'est un but. Il faut être là. En attendant, l'attaquant, il était là, un peu comme Vinicius, il était là. Donc,
je trouve que c'est un Anderlecht qui va un petit peu mieux que... Donc, il faut toujours se méfier. Et on sait aussi qu'avec le Standard, vous savez, quand on pense qu'on va y arriver et que ça va être trop facile parce qu'on a battu l'Union, c'est là que vous vous déchirez derrière. Ouais. Donc, il faut vraiment rester focus. Il y a moyen, oui. Pour moi, il y a moyen. Si le Standard fait exactement le même match qu'il a fait contre l'Union, alors est-ce qu'ils auront aussi la chance? Parce que dans toujours un peu de chance, oui, il faut de la chance. Hein. Thierry, d'accord avec ça, en sachant que quand même, après l'Union, c'est quand même Anderlecht, c'est aussi un match, entre guillemets, de prestige. Oui, c'est un classico. Hein. Donc, ils ont une revanche à prendre aussi, Anderlecht, par rapport au match aller. Donc... Ouais, pas faux. Oui, non, voilà, c'est un gros match aussi, c'est un des matchs importants, et c'est vrai, comme le dit Ali, voilà, Anderlecht quand même reprend un petit peu du poil de la bête, et s'ils venaient à gagner, ils ne sont pas si loin que ça non plus. Hein. Je veux dire, voilà, ils ont des résultats positifs depuis 3-4 semaines. Oui, ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours facile, mais voilà, les résultats sont un peu mieux. Et voilà, ça reste un des gros matchs au sommet du championnat de Belgique. Donc, une grosse ambiance, beaucoup de pression. Et comme on l'a dit, comme l'a dit Ali, voilà, si le Standard n'arrive pas à remettre le couvert exactement de la même façon, même si Anderlecht n'est pas à son top, ils auront difficile. Un Anderlecht qui a changé, notamment via son mercato. Je pense qu'il a même fait un mercato assez intelligent, parce qu'on va le voir, par exemple, le joueur qu'on voulait mettre en avant, c'est Anders Dreyer. Une nouvelle recrue, 6 matchs joués, 3 buts, 1 assist. Bon, c'est peut-être un joueur dont il va falloir se méfier, parce que malgré ce peu de matchs avec Anderlecht, il vient d'arriver, il est quand même fort présent dans l'équipe. Ouais, après moi, Anderlecht... La nouvelle recrue la plus utilisée. Hein. Heureusement, avec le prix ils l'ont payé. S'ils ne l'utilisent pas, il y a un problème. Hein. Ils l'ont déjà fait avant. Oui, c'est un des meilleurs passeurs, sachant qu'il est arrivé en janvier. Enfin voilà, un joueur très... Ce qu'il y a, c'est que, oui, par rapport à l'Union, c'est deux équipes qui sont totalement différentes. Anderlecht, ils ont beaucoup de petits gabarits. Et alors, est-ce que ces petits gabarits-là vont poser des problèmes à la défense du Standard, qui est un peu plus athlétique? Je vais rebondir là-dessus, Ali, et je te redonne tout de suite la parole dans les forces faiblesses de cet Anderlecht. Alors, il y avait dans les forces le jeu dominant placé et les phases arrêtées sans pénalty, comme le Standard le dernier quart d'heure de chaque mi-temps. Ça, c'est dans les forces. Et les face-à-face, les Mauves comptent bien sur leur effectif de nombreux joueurs de qualité dont l'aisance technique n'est plus à présenter. Ils n'ont pas peur de venir provoquer en 1 contre 1 leur adversaire. Parmi les faiblesses, on a l'axe défensif et le jeu rapide. Défensivement parlant, Anderlecht gère mal les reconversions rapides adverses, la dernière demi-heure défensive et les face-à-face défensifs. Est-ce que vous êtes d'accord un peu avec ces faiblesses? Ouais, je sais pas. Moi, les coups de pied arrêtés... Beaucoup de petits gabarits. Hein. Bon, là, ils ont Slimani maintenant, avec les 2 défenseurs. Sinon, c'est des petits gabarits. Donc, je ne pense pas que c'est là où ils peuvent faire mal au Standard. Moi, je pense plutôt que c'est dans les 1 contre 1. Si eux, c'est ça, le face-à-face, c'est leur force, apparemment. Voilà, donc ça oui. En contre-attaque, ils peuvent être dangereux, parce que ça va vite. Après, pour le reste, honnêtement, ça va se jouer aussi beaucoup dans la tête. Hein. Ouais. Parce que je le disais à Thierry, parmi la demi-heure défensive, il y a 8 buts encaissés lors de la dernière demi-heure qui montrent qu'ils sont beaucoup moins solides à ce moment-là du match. Oui, c'est vrai que voilà, c'est une statistique, je vais dire, étonnante, parce que voilà, on doit rester concentré. Est-ce que c'est de la fatigue? Est-ce qu'ils ne sont pas prêts? Ou est-ce qu'ils sont déconcentrés? Ou les changements qu'on apporte, peut-être que ceux qui viennent ne sont pas aussi bons que ceux qui sont sur le terrain. Oui, souvent, à la fin, ça déséquilibre peut-être. Voilà, ça déséquilibre peut-être un petit peu l'équipe. Mais c'est vrai que oui, voilà, prendre beaucoup de buts comme ça sur la fin, c'est un problème. Oui, peut-être un petit peu dans la tête aussi. Hein. On prend un but, 2 buts, et puis le coup d'après, on se dit merde, j'arrive encore à la fin de match, qu'est-ce qui va encore nous arriver? Mais voilà, je crois que ce sera un match ouvert où les 2 équipes doivent gagner de toute façon. Ouais. Alors, prono? Pour le fun, hein, avant de se lancer dans le quiz. 1-2. Victoire du Standard, parfait, bonne réponse. Moi, je pense que le Standard va gagner parce que sur les ailes, le Standard est fort. Et je pense qu'Anderlecht, défensivement sur les backs, et puis ça va relancer un petit peu tout, je pense. Après le match d'Anderlecht, le Standard peut-être être 4e, donc je dirais les victoires du Standard. Voilà, si le Standard ne réagit pas maintenant, s'il ne le fait pas maintenant, ils ne le feront pas. Il faut y aller là maintenant. Faire le 6 sur 6 à Bruxelles. On passe au game et on va voir si Ali va prendre de l'avance
ou va se faire rejoindre par Thierry? Non. Ali a de l'avance. Visiblement, il y aurait eu un complot. Thierry aurait déjà les réponses. Donc voilà, on va voir ça tout de suite. Allez, on commence. On rappelle le score. C'est quoi les scores? Le score, parce que c'est vrai que je m'étais trompé dans la conduite. J'avais mis Ali derrière, mais non, c'est Ali qui a de l'avance, de 3 points d'avance. 23 et 20 pour le reste du monde. Du coup, qui veut commencer? Je laisse Thierry choisir, c'est l'invité. Non, mais étant donné que c'est quelqu'un que je connais très bien et qui paye, s'il est perdu, donc je suis même pas obligé de répondre. Tu veux commencer? Tu veux laisser? Peu importe. Bon, allez, on va. Tu vas commencer. On y va. Honneur au plus âgé. C'est facile. Non. Tu vois, Non, pas forcément. Bon, allez, on y va. Aujourd'hui, Thierry, donc à l'heure actuelle, combien de buts Zinkernagel a-t-il inscrit pour le Standard? Il y a 3 choix. 5 buts, 4 buts, 7 buts. Je dirais 4. T'étais à l'aise avec les pénaux? Ah oui, on compte les pénaux. Non, j'en ai shoté que 2 dans ma carrière. Ah bah oui, j'en ai marqué un, j'en ai raté un. Ah, mais ça se ressent un peu parce que c'est sur le poteau, c'était 7. 7, ouais, il a marqué 7 autant. goals aujourd'hui, ouais. Combien de pénaltys? 2. Je crois 2. Ouais, il a marqué tant que ça. Ouais. Mais c'était pas des pénaux, c'était 7 goals au total. Okay. Donc, mais je disais c'était des forts aux pénaux pour voir si dans ce jeu-là tu serais à l'aise. Non, allez. Je vous ai dit tantôt, heureux en amour. Il a le sourire, Je sais pas, je connais pas. On enchaîne. Ce soir, Liverpool affronte le Real Madrid. C'était hier, pardon. Une revanche par rapport à la finale de l'année passée. 1-0 pour le Real. Mais qui était l'unique buteur? Vinicius. Oui. J'ai cru que tu allais demander le score. Ouais, non. Allez, le score, Ali prend la main. Thierry, qui est le meilleur passeur de Ligue 1? Mbappé, Neymar ou Messi? Je crois que c'est Messi. Mbappé, Neymar, Messi, c'est ton dernier mot? Ouais, je dirais, oui. Encore à côté, Thierry. Allez. Neymar, 11 passes décisives. Et l'autre, il avait fait un bon début pourtant, Messi. Au début, il était premier. Mais Neymar a pris avant. C'est l'après-Coupe du Monde, il est champion du monde, donc il a dit j'arrête maintenant. Ali, appelé Sclessin dans la culture populaire, l'enceinte du Standard porte officiellement le nom de stade Maurice Dufresne. Mais qui était-il? C'était un ancien bourgmestre, c'était le 5e président de l'histoire du club ou le premier président de l'histoire du club? Je dirais premier. Pas mal, Ali, mais c'est à côté. C'était le 5e président de l'histoire du club. Bon, Thierry peut revenir. Thierry, quel est le numéro d'Hugo Siquet au cercle? Le 41, le 23 ou le 33? Après une grande réflexion, 41. Voilà. Ça, c'est pas cadeau, ça. Thierry marque son premier. Ah non, c'est vrai que j'ai choisi. Mais bon, tu sais, dans le football, parfois, il y a un peu de corruption. Voilà, c'est comme ça. Bon, Ali, tu mènes toujours. Ali. Ah non, c'est égalité. Ah non, tu peux prendre la main, Ali. Ouais. Qui est le meilleur passeur de Jupiler Pro League? Teddy Thomas, Adem Zorgan ou Mike Trésor? Mike Trésor. Attends, je veux quand même le prononcer parce qu'ils vont rire en régie. Ndiaye Chimier. Il n'y a personne qui l'appelle comme ça, c'est Mike Trésor. Ok, Mike Trésor, voilà. 16, je pense. Bravo Ali, ouais, c'était 16 passes décisives, bravo. Ouais. On enchaîne. Thierry, pour quelle raison le Groenland ne peut pas rejoindre la FIFA? Pour sa situation politique, pour sa situation financière ou pour son manque d'herbe? Je rappelle, le Groenland, c'est dans le nord, quoi. Il peut peut-être y avoir plusieurs raisons, je dirais sa situation politique. Non, c'est le manque d'herbe, non? Oui, ça, il fait froid là-bas, il n'y a rien. Oui. Ils peuvent sur le côté. Bon, je pense qu'Ali peut gagner sur cette question, mais on fera pour le fun les autres. Ali, avec quel nom floqué sur le maillot Ronaldo de Nazario, le vrai Ronaldo, joua-t-il les JO en 96? Réponse A, son nom floqué c'était Ronaldinho. Réponse B, Cristiano Ronaldo. Réponse C, Rivaldo. Quoi? Ah Ronaldinho. Qu'est-ce qui te fait Non mais en fait c'est... t'es sûr que je t'ai pas donné les questions? Non, pas du tout, non. Rivaldo, c'est un autre joueur et c'est logique que je te dise Ronaldo. Ali remporte cette séance de pénalty. Oui, Ronaldinho, il fait le malin. Non, mais je tiens quand même à préciser que pour ceux qui ne le savaient pas, le jeune Ronaldo à l'époque était contraint de porter ce flocage car Ronaldo Guiaro portait déjà le nom de Ronaldo et donc il a dû s'appeler Ronaldinho pour les jaunes 96. Voilà. Ouais. Bon, vite fait. Non, mais c'est les autres choix. Les autres choix. Vous auriez dû mettre autre chose. Ok, j'aurais dû mettre Ronaldinho, Ronaldi, Ronaldo. Par exemple. Ok. Ouais. Bon, allez, vite fait. Qui est le meilleur buteur d'Anderlecht, Thierry? Raman, Rafaelov, Fabio Silva?
Voir un peu si tu peux... Je vais dire Silva. Sylvain? Ouais. Ben voilà, Thierry marque son deuxième. Et la dernière, parce que j'ai envie de la poser, vous pouvez répondre tous les deux si vous voulez. Hein. Qui a déclaré, phrase philosophique, « Mes parents ont toujours été là pour moi depuis que j'ai 7 ans ». Pas mal. Beckham, Wiltord ou Ribéry? Il y en a beaucoup qui peuvent. Thierry, tu dirais Beckham et toi? Non, Wiltord. Wiltord, ben c'était Beckham, ouais. Phrase de génie, hein, mais il y en a plein comme ça, elles sont magnifiques. Je crois que son père, il était tout le temps... Ouais, mais bon, t'as vu la phrase, mes parents ont toujours été là pour moi depuis que j'ai 7 ans. Non, mais avant, il n'était pas là avant. Oui, c'est ça. Non, mais il s'en est rendu compte à 7 ans. Bah oui, c'est ça. Bon, ben voilà, c'est la fin de cette belle petite émission. Merci beaucoup, Thierry, d'être venu aujourd'hui, parce que je rappelle, t'as pas énormément de temps, mais t'es quand même venu avec plaisir, et on espère te voir prochainement. Et bonne continuation, et bonne chance avec les U19. Ok, merci beaucoup. Et merci à Ali d'être là chaque semaine. Et... Merci à Thierry, et puis effectivement, bonne chance. Ça va pas être facile. Ça va être chaud. Ça va être très chaud. Bon, on y croit quand même. Ouais, il faut toujours y croire. Merci à vous deux et merci à vous de nous avoir suivis. Comme chaque semaine, vous êtes nombreux sur Divertissez-vous pour nous regarder, pour regarder le Standard Le Talk, l'émission 100% Standard de Liège. On vous donne rendez-vous semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée à votre club favori. Ciao, ciao!